Napoléon Bonaparte est l'une des personnalités historiques préférées des Français, tout en étant l'une des plus détestées. Et c'est le fossoyeur de la République et de la Révolution commémoré, ce bicentenaire. Comment expliquer que cet homme né en Corse soit devenu le maître de l'Europe et ait instauré en France et sur le continent des institutions politiques encore en vigueur aujourd'hui? Tricolore reçoit l'historien Thierry Lenz, directeur général de la Fondation Napoléon, pour démystifier toutes les facettes de l'empereur. Bonjour Thierry Lenz. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. On pose la question à tous nos invités. Pourriez-vous vous présenter? Eh bien, Thierry Lenz, je suis directeur général de la Fondation Napoléon et professeur associé à l'Institut catholique de Vendée. Qu'est-ce qui vous a mené à vous intéresser plus particulièrement à ce personnage qui est Napoléon et à l'Empire? Écoutez, c'est une question qu'on me pose assez souvent et qui m'oblige à avouer mon âge, puisque j'avais 10 ans en 1969, au moment du bicentenaire de la naissance de Napoléon. Et je pense que mon intérêt pour le sujet vient de là, puisque ça avait été une année très napoléonienne, voulue par le général de Gaulle, qui n'en a finalement pas profité, puisque c'est Georges Pompidou qui a prononcé ce qu'on appelle le grand discours du bicentenaire à Ajaccio, qui était un discours un peu convenu, un peu décevant, un peu bourgeois, comme on a dit à l'époque. Et alors, Napoléon est un personnage qui suscite beaucoup de controverses. Vous répondez notamment pour Napoléon, que vous avez publié en 2021. Comment expliquer ce regard négatif qu'on a sur Napoléon et qui est sans doute bien plus fort que d'autres personnages historiques? Il faut dire d'abord que le regard négatif est surtout lancé par, on va dire, la superstructure, c'est-à-dire tout ce qui est médias, tout ce qui est un petit peu l'université encore maintenant, partis politiques, etc. Ça vient d'assez loin, ça vient de la façon dont on traitait Napoléon dans l'historiographie au début de la Troisième République, puis ensuite avec la domination des marxistes sur l'université. Et donc c'est resté un petit peu comme ça. Mais vous aurez noté aussi que en histoire de France, vous avez rarement des gens qui trouvent satisfaction dans quelque événement que ce soit, qu'il soit positif ou qui soit évidemment négatif. Donc voilà, c'est un regard négatif qui est plutôt circonscrit à ce type d'intervenants ou de public, mais qui en réalité, je suis bien placé pour le savoir, puisque la fondation que je dirige a affaire aussi au grand public, regard négatif qui n'est pas partagé par l'ensemble de la population. Alors ça ne veut pas dire que les Français sont très au courant, qu'ils connaissent l'histoire de Napoléon sur le bout des doigts, mais ils ont quand même senti que c'était un personnage un petit peu singulier dans l'histoire de France, qui avait probablement ses ombres et ses lumières, ce qu'on n'arrête pas de dire, mais qui avait eu une importance capitale, on peut le dire, sur la création de la France contemporaine, la stabilité de la société, etc. Et on peut bien sûr ajouter le côté un peu fanabili, des heures de gloire avec les grandes batailles. On oublie parfois qu'elles se terminent par une des plus grosses batailles perdues de l'histoire de France, qui est la bataille de Waterloo. Alors, selon vous, pour Napoléon, les historiens du bonapartisme de l'Empire sont parfois injustement accusés de porter un regard partial. Pourquoi y a-t-il cette suspicion de complaisance chez les historiens de Napoléon, alors même qu'on n'aurait pas cette suspicion pour des historiens dans d'autres domaines qui sont autrement plus horribles? Oui, c'est vrai que si on veut vivre tranquille, il vaut mieux étudier Louis XIV, et encore que d'ailleurs, ou Henri IV, parce que bon... mais bon, ceci étant dit, il n'y a pas d'ostracisme. Il y a, comme vous l'avez dit, parfois un petit doute. Alors en plus, par exemple, pour ce qui me concerne, je travaille en plus à la Fondation Napoléon, donc les gens ne savent pas ce que c'est. Donc évidemment, il y a un soupçon de napoléonite aiguë, mais pour bien connaître ce milieu, je pense qu'aucun des historiens un peu connus de ce milieu ne souffre de cette maladie. Enfin, c'est-à-dire que c'est un sujet d'étude. Pour ceux qui voudraient se donner la peine de lire nos écrits, qu'il s'agisse des miens, de Jacques-Olivier Boudon, Patrice Guénifet, Pierre Branda et quelques autres, bon, ils verront que nous sommes absolument critiques et que nous respectons un petit peu les canons de notre art. Ceci étant dit, nous avons aussi parfois tendance à vouloir répliquer, comment dire, à l'ignorance générale sur les sujets qui se limitent souvent à des slogans, à des accusations, etc., comme si l'histoire pouvait être
un terrain de reproche, de règlement de compte et pour les redresseurs de tort. Donc voilà, on va dire, comme c'est un sujet un petit peu sensible, il y a toujours un petit peu ce risque, ce petit soupçon qui plane. Mais bon, écoutez, faut être à peu près sûr de ce qu'on fait et puis on évite d'en tomber malade. Et concernant ceux qui voient, comme vous dites, l'histoire comme un terrain de reproche, vous venez de le dire, euh, j'aimerais vous parler des adeptes de la déconstruction, ceux Ouais, qui ouais, veulent déboulonner les statues. ouais. C'est une question qui marque effectivement les sujets qui concernent l'empereur. Mais c'est pas nouveau. Jacques Chirac lui-même, vous l'écrivez dans Pour Napoléon, avait par exemple choisi de ne pas commémorer le bicentenaire d'Austerlitz. Ça veut dire que cette histoire des reproches contre Napoléon est quand même assez ancienne. Oui, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, ça remonte à très loin, même on va dire presque à la chute de l'Empire, hein, avec Oui. Chateaubriand, les écrivains de la Restauration, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas trop attacher d'importance, si on veut comprendre ce qu'est le phénomène Napoléon en France et dans la population française, il ne faut pas attacher une importance excessive à l'avis des hommes publics. Parce que d'abord, c'est un avis qui est généralement pas très bien informé, et puis ensuite qui est, comment dire, euh, qui est un positionnement, une pose un petit peu de leur part. Alors, bon, pour ce qui concerne Jacques Chirac, au moment du bicentenaire d'Austerlitz, qu'il a d'ailleurs remplacé, on en accuse souvent par une célébration de la bataille de Trafalgar, puisque la France a participé massivement à une revue navale anglaise qui avait eu lieu le 21 octobre 2005, comme si personne ne s'était aperçu que c'était l'anniversaire de la bataille de Trafalgar. Concernant Austerlitz, c'est vrai qu'il a tout fait pour empêcher une commémoration correcte, y compris d'ailleurs en empêchant l'école militaire de Saint-Cyr de faire normalement sa petite cérémonie annuelle à la colonne Vendôme. Il a fait annuler une exposition au musée de l'armée, qui était une exposition, si je puis dire, œcuménique entre les Français, les Tchèques, les Russes et les Autrichiens, qui aurait dû ensuite être itinérante dans l'Europe entière. Voilà, bon, je veux dire, et puis on peut aussi ajouter que à cette époque, son Premier ministre était Dominique de Villepin, qui a quand même écrit pas mal d'ouvrages sur Napoléon, des ouvrages un peu échevelés, comme est le personnage, et que même lui n'a pas réussi à faire changer d'avis ce président dont on nous dit qu'il n'aime pas l'histoire napoléonienne, qu'il la rejette, etc. Mais bon, je pense comment dire, il a voulu être cohérent avec son incohérence habituelle. Je vous propose maintenant de revenir un peu plus concrètement à Napoléon et à son histoire. Quel homme était-il? Quel était son caractère, son tempérament? Quelle image il laissait quand on le rencontrait? Ouais. Alors, c'est évidemment très très difficile d'avoir une opinion très arrêtée, parce qu'on a évidemment beaucoup de souvenirs qui le concernent, hein. Toutes les personnes qui l'ont rencontré ou même vu de loin ont écrit des pages et des pages dans leur mémoire. Ceci étant, tout ça est assez contradictoire, hein. Ça dépend notamment de la circonstance dans lesquelles les gens l'ont rencontré, hein. Si c'était pour se faire engueuler, évidemment, ils ne sont pas sortis avec un amour fou pour le premier consul ou l'empereur, mais bon, si c'était pour se faire féliciter, ils l'ont trouvé charmant, et ainsi de suite. Alors, grosso modo, ce qu'on peut savoir, c'est que c'est un individu qui, d'abord, a été élevé dans une relative solitude, que cette solitude l'a, comment dire, un peu renfermé sur lui-même, et que c'est un trait qui reste à peu près tout au long de sa vie. Ça n'est pas un grand expansif, même si il a beaucoup parlé, mais enfin, il ne parle pas simplement pour le plaisir de faire entendre sa voix. Il a en plus l'avantage, lorsqu'il est empereur, qu'on ne peut pas parler si lui n'a pas parlé, donc ça peut donner de grands silences, des silences un petit peu gênants à certains moments. C'est une personne assez séduisante, parce qu'on peut retenir. Il aurait eu un sourire, paraît-il, enjôleur, un regard à la fois perçant, impérieux, mais aussi charmeur à certains moments. Et puis, en revanche, ce qu'on sait beaucoup plus, c'est la façon dont il a conçu son rôle de chef de l'État, où là, on peut dire qu'il y a un historien qui a appelé ça l'ère du sérieux, hein. Parce que, évidemment, diriger un État, pour lui, était à la fois consubstantiel à ce qu'il était,
et en même temps pas du tout une rigolade, quoi, hein. C'est-à-dire que on a d'abord très peu d'exemples de traits d'humour de Napoléon, hein. Il se moquait parfois de ses collaborateurs, mais ça, c'est pas de l'humour, c'est un petit peu méchant. Lui-même ne trouvait pas, au fond, de motif à trouver la vie très très drôle, quoi, hein. Donc ça, c'est, on va dire, le portrait global. On aurait probablement été impressionné en le rencontrant parce que justement, il y avait pas véritablement d'accroche personnelle avec ce personnage. Alors, d'un autre côté aussi, euh, à quoi bon essayer de connaître la personnalité de Napoléon? Parce que ça n'est évidemment pas sa personnalité qui crée son rôle dans l'histoire. Elle est un des éléments. Ce qui crée son rôle dans l'histoire, c'est son œuvre. Alors qu'après, il a été méchant ou gentil, on va dire c'est un problème complètement secondaire. On a le même problème avec le général de Gaulle, dont on ne sait pas trop comment le saisir sur le plan personnel. Richelieu, c'est un petit peu la même chose. Je crois il est plus intéressant, même si sa personnalité a bien sûr de l'intérêt, il est plus intéressant de s'intéresser à ce qu'il a fait, à ce qu'il a laissé, ce en quoi il a échoué aussi, parce qu'il ne faut pas non plus le mettre de côté. Et c'est ça qui forme ce personnage assez unique dans l'histoire de France. On peut presque dire aussi assez unique dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on n'a pas beaucoup de personnages qui sont à la fois de grands gestionnaires civils, des militaires de premier plan, des gens qui ont eu l'occasion à un moment de réaliser un vieux rêve qui était le rêve français depuis Louis XIV de prépondérance européenne, voire mondiale. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant chez Napoléon. Après, qu'il ait eu les yeux gris, qu'il ait été grand, petit, qu'il ait grossi, etc. Ça a évidemment une forme d'importance, mais elle est pas centrale. Est-ce que l'accession au pouvoir le transforme? Alors, il est transformé bien avant. C'est-à-dire que lui-même, d'ailleurs, le dit à un moment donné dans ses Confidences de Sainte-Hélène, c'est vraiment la campagne d'Italie qui lui a fait prendre conscience non pas de qui il était, parce que je crois qu'il avait une forte croyance en lui-même, mais des possibilités qui lui étaient offertes. C'est-à-dire que il s'est aperçu que bien, ses ambitions en chambre pouvaient devenir des ambitions réelles dans un monde politique et à la tête d'un État. Parce qu'en Italie comme en Égypte, il a gouverné. Il a gouverné des contrées en plus pas faciles, qui étaient rétives à l'occupation française. Et on va dire que globalement, il s'est plutôt pas mal débrouillé dans ses expériences. Et c'est ça qui lui a fait prendre compte de ce moment où, dit-il lui-même, je me suis senti emporté dans les airs, quoi. Et j'ai senti que ma destinée pouvait être bien au-delà de ce que je pouvais espérer. Concernant sa relation aux femmes, on présente souvent son amour pour Joséphine comme centrale. Euh, Est-ce que c'était vraiment le cas? Parce qu'il a eu d'autres relations, avec notamment des enfants illégitimes, mais des relations qui sont aussi passionnelles. Donc, est-ce que la figure de Joséphine est une construction qu'on s'est faite avec le temps, ou est-ce que c'était vraiment central pour lui? Alors, la figure de Joséphine est pour lui très importante. D'abord, il la connaît à un moment où on va dire qu'il a assez peu d'expérience des femmes, hein. On sait très exactement où il a connu sa première expérience sexuelle, c'est au Palais Royal avec une prostituée, puisqu'il a lui-même laissé un écrit racontant cette glorieuse soirée. Il a ensuite été un petit peu amoureux de Désirée Clary. Alors là aussi, on en a fait, comment dire, on en a fait beaucoup sur ce petit amour. Quand on lit leur correspondance, c'est d'une platitude absolue, avec un Napoléon qui se prend un peu pour le père, quoi, hein, qui lui intime de prendre des leçons de piano, etc. En plus, ils se sont assez peu vus. Et donc, il rencontre cette femme qui est plus âgée que lui de 6 ans, qui a un entre-gens absolument extraordinaire, qui est vraiment une femme du monde, c'est-à-dire un peu le rêve pour le noblio d'Ajaccio, qu'était Napoléon et qu'était la famille Bonaparte, hein. Donc voilà, ça c'est une rencontre importante et il tombe effectivement éperdument amoureux, on va même presque dire qu'il y a une petite dépendance qui se crée entre les deux. Il n'est qu'à lire la correspondance de Bonaparte pendant la campagne d'Italie, c'est une correspondance amoureuse d'abord, on va dire, d'une qualité, d'une température remarquable, mais en même temps qui montre bien un homme éperdument amoureux, c'est presque le cas de le dire, alors que de l'autre côté, Joséphine répond quand elle en a le temps, par des lettres un peu froides. Elle refuse surtout
venir le rejoindre au départ en Italie. Donc là, il y a eu un moment, on va dire un moment extrêmement fort de leur relation, mais on va dire que c'est aussi une des leçons de l'amour, c'est qu'au fur et à mesure, ça se refroidit un petit peu. Alors parfois ça reste chaud, parfois ça ne reste que tiède, et puis après, la responsabilité de l'homme d'État a pris le dessus. Alors, ils ont formé un couple très, comment dire, très bien organisé, hein. C'est-à-dire que Joséphine ne s'occupait pas de politique. Elle savait très bien que son mari ne la laisserait pas faire. Lui, en revanche, ne s'occupait pas tellement, on va dire, de la décoration intérieure, si je puis, enfin, pour exagérer, ou des petites histoires. Et voilà, ils ont fonctionné comme ça assez bien. Leur relation et on va dire, la qualité de leur relation a été connue de leur temps, parce que d'abord Napoléon montrait des égards à l'égard de son épouse que tout le monde voyait, et puis on savait que Madame Bonaparte gérait un petit peu on va dire les aspects non essentiels du ménage, quoi, hein. Voilà, donc effectivement, Joséphine peut avoir une place importante. Maintenant, fonder l'histoire de Napoléon sur sa relation avec Joséphine, comme on l'a fait parfois, hein, et comme on le fait dans des séries télévisées, des films ou que sais-je encore. Le récent et affreux film de Ridley Scott nous l'a montré. C'est évidemment complètement exagéré. C'est en même temps une méconnaissance profonde à la fois des enjeux du fonctionnement de l'État à cette époque. Justement, puisqu'on parle des femmes qui l'ont entouré, quelle était la vision qu'il pouvait porter aux femmes? On sait que sa mère a une place importante. Et en quoi cela va se traduire dans le Code civil? Ou ne pas se traduire, oui, justement? voilà, je pense qu'il faut séparer les deux. C'est-à-dire, c'est pas parce que Napoléon a considéré les femmes comme un ornement de sa cour, comme on disait à l'époque, qu'il l'a transcrit dans le Code civil. C'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça. Ceci étant dit, c'est un homme du XVIIIe siècle, donc la femme a des droits, certes. La femme est un ornement, comme on disait à ce moment-là. Elle a totalement le droit d'écrire, de peindre, de faire ce qu'elle veut, hein, sauf Madame de Staël, parce qu'elle écrit contre lui. Mais on va dire il a une relation extrêmement classique, traditionnelle pour son temps, avec les femmes. Qu'il ait ensuite transcrit tout ça dans le Code civil, ce serait évidemment trop simple qu'il suffise d'avoir des sentiments pour en faire des lois, hein, ensuite. Non, le Code, sur le plan du statut de la femme mariée, il ne faut jamais l'oublier, la femme non mariée a les mêmes droits qu'un homme, hein, dans le Code civil. Évidemment, la femme mariée, c'est 80% de la population féminine à cette époque. Le statut de la femme mariée, il le voit, lui, comme une espèce de constitution de la famille. C'est-à-dire, dans une constitution, il faut un chef. Le chef, ça va être le bon père de famille, comme disait le Code civil. Et puis, les autres, ils sont dans la pyramide familiale, ils ont chacun leur place. La femme a une place inférieure à celle du mari, mais les enfants ont encore une place inférieure à celle de la femme. Alors, c'est évidemment une vision qui aujourd'hui nous révolterait, provoquerait des réactions, mais il faut toujours rappeler que c'était il y a 200 ans, qu'on sort d'une période où, contrairement à ce qu'on croit, la Révolution a brimé les femmes, hein, on a des exemples, Lame de Gouges, etc. Enfin, on répète toujours les mêmes. Sauf que la Convention a fermé les clubs féminins, que les fameuses héroïnes ont été ou guillotinées ou enfermées dans des asiles de fous, et que le droit intermédiaire, comme on dit, c'est-à-dire entre l'Ancien Régime et le Code civil, n'était pas très très favorable aux femmes, ou en tout cas pas beaucoup plus. Donc voilà, Napoléon et les femmes, ça n'est pas la même chose que Napoléon et le statut de la femme mariée dans le Code civil. Et justement, vous parlez de la famille qui a besoin d'une constitution. Pourquoi s'intéresse-t-il à cela? Parce que c'est la demande sociale. Le Code civil n'est pas tombé du ciel ou de la tête de Napoléon. D'ailleurs, il a lui-même écrit peu d'articles du Code civil. Il est intervenu dans les débats pour trancher les incertitudes, notamment d'ailleurs sur le statut de la femme mariée. C'est une demande sociale d'organisation. Je répète toujours la proclamation qui annonce la Constitution de l'an 8 dit la chose suivante: la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé.
Donc ça veut dire 1789. Hein, c'est pas 1700. Alors oui, Napoléon n'est plus à ce moment-là jacobin, il n'est pas pour le droit intermédiaire, il est pour créer un nouveau droit, un code qui soit non pas une compilation, mais l'organisation même de la société et des rapports entre les citoyens. Et c'est ça qu'il faut voir dans le Code civil. Donc lui, il n'a pas de... il est l'homme qui a permis de... Hein. Robert Badinter, en 2004, a écrit, si on cite Robert Badinter, vous vous rendez compte, là on a droit de tout dire. Robert Badinter, en 2004, a écrit un livre sur le Code civil, et il commence en gros en disant, pour faire un beau Code civil et un bon Code civil, il faut un chef, il faut de bons juristes et une époque favorable. Avec Napoléon, on a les trois. Hein, c'est-à-dire que l'époque, c'est maintenant qu'on va faire le Code civil des Français. C'est d'ailleurs écrit dans le décret du 20 Brumaire en 8, qui crée le consulat, c'est vrai, mais qui aussi donne comme mission au consul de rédiger et de faire adopter le Code civil des Français. L'histoire qui est présentée par certains historiens, ou en tout cas certaines personnalités, dit que l'État-nation se construit notamment avec la Troisième République en 1870. Est-ce qu'il ne serait pas plus cohérent oui, de la marquer évidemment. quand même avec Napoléon? Évidemment. Vous citez Stendhal qui écrit une très belle phrase dans Pour Napoléon, vous le citez. Napoléon a refait le moral du peuple français, avec notamment la question d'une fierté retrouvée et d'une gloire. Ouais. Vous savez, la création de la nation française, c'est un grand sujet pour lequel vous pourrez inviter une personne adéquate pour qu'il vous en parle. Mais si on considère, et je crois qu'on a raison de le considérer, que la nation et l'État en France sont intimement mariés, c'est-à-dire que à la fois l'État n'est pas la nation, mais la nation sans l'État n'aurait pas existé. Eh ben, on peut remonter à Philippe le Bel, on peut remonter à Philippe Auguste, parce que la création de l'État remonte à ce moment-là. Et donc la nation commence aussi à se former derrière ça. Elle apparaît comme un concept, comment dire, actif au moment de la Révolution. Mais elle existe avant. D'ailleurs, on utilise le mot nation bien avant 1789. Donc on va dire qu'il va peaufiner la chose et au fond, il va réaliser un des objectifs de la Révolution qui est l'unité et l'indivisibilité de la nation. Par exemple, par la centralisation. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on est centralisateur, je ne sais pas pourquoi on passe, mais enfin, on a immédiatement droit à des étiquettes. Hein. Mais il se trouve que la centralisation n'est pas juste le modèle militaire appliqué à la société civile. C'est pas du tout ça. D'abord, le modèle militaire a quand même l'intérêt aussi d'avoir une organisation assez claire. Peu importe. C'est pas ça du tout que veut faire Napoléon. Il veut finir l'unité et l'indivisibilité de la République. C'est un des grands principes qui a même survécu à la crise de la monarchie constitutionnelle. La Convention, c'est la nation une et indivisible. Il le fait par l'organisation de l'État, par l'organisation, on va dire, des institutions administratives, par l'organisation aussi des institutions sociales. On va dire que c'est comment dire, le dernier clapet, si vous voulez, qui fait qu'on ne pourra pas revenir en arrière à ce moment-là. Alors après qu'on aille de l'avant, évidemment, c'est tout à fait normal dans la suite des temps, mais il ne faut pas négliger non plus cet aspect de la centralisation, ou d'une certaine centralisation, qui est l'unité nationale. Lorsque on décide de décentraliser sans but, on peut arriver aussi, et on le voit hein, dans notre société actuelle, on peut arriver aussi à la remise en cause de l'unité nationale. Alors, l'unité nationale, certes, cependant, il vend notamment la Louisiane aux États-Unis. Pourquoi cette décision et était-ce vraiment une bonne affaire? Alors, souvent, on fait le comparatif en disant aujourd'hui c'est 500 millions d'euros, c'est rien du tout. Bon. Oui, mais ça veut rien dire parce que ça correspond exactement, le prix correspond exactement aux besoins de trésorerie de l'État à ce moment-là, hein, qui est quand même assez considérable. Enfin bon, peu importe. La Louisiane, en fait, elle s'inscrit. D'abord, elle n'appartenait pas tellement à la France. Hein, elle a été rétrocédée en 1801. Par l'Espagne. Hein. Donc, il y avait, allez, on va dire, quelques dizaines de soldats français dans une Louisiane qui allait du golfe du Mexique jusqu'au Grand Lac canadien. Hein. Ce n'est pas le petit État de Louisiane aujourd'hui, donc elle n'appartenait quasiment pas à la France. Hein. En plus, les États-Unis, qui voulaient s'étendre vers l'ouest, lorgnaient sur ce territoire qui leur coupait la route. Bref, c'était une source d'ennui.
Alors, elle a eu de l'utilité quand Napoléon a eu son grand projet sur le golfe du Mexique, en faire un lac français pour concentrer entre des mains françaises la production de la canne à sucre, des produits coloniaux, etc., qui étaient des produits extrêmement importants à l'époque. Puis une fois qu'avec les révoltes coloniales, la perte des colonies, ça ne lui servait plus à rien, il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer de réaliser ce bien que l'on ne possède pas, c'est ça qui est la Louisiane, on va le vendre aux Américains. Et en fait, avec cette vente, il réussit, à combler le déficit de l'État, deux, il réussit à indemniser tous les commerçants américains qui avaient été lésés par la quasi-guerre avec les États-Unis depuis la Révolution. Donc c'est une assez belle opération. On a tendance à croire qu'elle nous rendrait, qu'elle rendrait les Américains redevables à la France de quelque chose, mais c'est très bien qu'en matière diplomatique, il n'y a que des intérêts. Et au moment où les Américains, et même y compris juste après la vente de Louisiane, les Américains ont eu des choix à faire, ils ne les ont pas fait en faveur de la France parce que la France leur avait vendu la Louisiane. Alors, la question de la Louisiane, ça pose aussi la question des territoires ultramarins. Ouais. Comment Napoléon va-t-il les inclure dans l'Empire? Comment il va les considérer? Ouais. Alors, il faut voir qu'à l'époque, la colonisation n'est pas la colonisation du 19e siècle. C'est-à-dire, il n'y a pas de désir d'apporter la civilisation, etc. C'est une colonisation d'exploitation des ressources. Alors, les ressources essentielles, c'est plutôt aux Antilles qu'elles se situent, je vous le disais, avec la canne à sucre, un certain nombre de produits coloniaux qui permettent la teinture, l'indigo, enfin, etc. Et c'était une des forces de la France de l'Ancien Régime. Ça représentait entre 10 et 20%, on va dire, du PIB français. Enfin, on ne connaît pas bien le PIB français, mais grosso modo, c'est ça. Et ça avait fait la fortune des ports, ça avait fait la fortune des arrière-pays, ça avait même fait la fortune encore plus loin des forêts, parce qu'il faut construire des bateaux, des financiers, parce que ça donnait au royaume beaucoup de liquidités. Donc, c'était assez essentiel. Au moment de la Révolution, il y a d'abord eu des révoltes d'esclaves, puis l'abolition de l'esclavage en 1994 par la Convention, et on va dire l'effondrement de ce marché. Lorsque Napoléon revient aux affaires, il entend reprendre en main ses colonies. Bon. Sur la question de l'esclavage, il est dans la ligne des révolutionnaires, puisqu'il y a plusieurs proclamations de lui, notamment au peuple d'Haïti, enfin de Saint-Domingue, comme on disait à l'époque, leur disant, écoutez, n'ayez aucune crainte, on vous a donné une liberté, on ne va pas vous la reprendre. Bon. Donc ça, c'est la situation de départ. Puis, entre en scène de façon un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus présente, le fameux Jean-Dominique Toussaint Louverture, qui est un général de la Révolution française, donc qui est un général français, mais qui entend mener Saint-Domingue à l'indépendance. Au départ, Bonaparte et lui s'entendent assez bien, mais il faut voir comment s'entendre avec des informations qui mettent à peu près 6 mois à faire l'aller-retour. Hein. Donc, c'est pas une conversation bien, enfin, voilà, dense, très dense, et puis c'est un petit peu difficile. Bon, mais Toussaint Louverture lui dit, il n'y a pas de problème, je suis le représentant de votre République, la République consulaire. Finalement, Toussaint se dévoile à un moment donné, et c'est ça qui va créer chez Napoléon on va dire le déclic qui va mener à cette reprise en main des colonies, qui s'accompagne du rétablissement de l'esclavage. Alors, il faudrait aller précisément dans les termes. En fait, c'est un maintien de l'esclavage là où il n'a pas été aboli. Hein. Donc ça veut dire, par exemple, que la Martinique, qui n'a jamais appliqué l'abolition de l'esclavage, eh ben, elle va garder l'esclavage. On va garder les lois de 1789, comme dit le texte. Bon. Alors, c'est une décision, évidemment, qui, même si l'historien est un évaluateur et pas un juge. Bon, évidemment, c'est pas une décision qui est à la gloire de Napoléon. Hein. D'ailleurs, lui-même, à la fin de sa vie, il en a beaucoup parlé pour dire, bon, voilà, hein, si j'avais pu m'abstenir de ça. Mais c'est pas une décision qui est non plus uniquement mue par le racisme. Il n'est pas plus raciste que les gens de son époque. Bon, le mot n'existait pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, et pardon de le dire comme ça, il y a une inégalité entre les races qui est admise par le monde occidental, évidemment. Hein. Voilà. Donc c'est une décision qu'il prend en même temps qu'il envoie des expéditions reconquérir. D'ailleurs, au passage, les capitaines coloniaux ont le droit de rétablir l'esclavage
là où il avait été aboli, hein, donc ce qu'ils vont faire au fur et à mesure, en Guadeloupe, à Saint-Domingue, en Guyane. Les îles de l'océan Indien ne sont pas concernées parce que la loi de 94 n'y a jamais été appliquée. Mais donc c'est autour des Antilles que ça se fonde. Et puis ce fameux projet de lac français avec le golfe du Mexique, bon, ça échoue, on va dire, lamentablement sur le plan militaire, lamentablement sur le plan humain et lamentablement sur le plan stratégique, parce que les Anglais vont reprendre toutes ces îles, une après l'autre, sans abolir l'esclavage, je tiens quand même à le préciser, hein. Donc voilà, c'est une décision moralement condamnable qui n'a mené à rien, si ce n'est à une forme d'opprobre. Et puisqu'on parle de cette question, depuis une vingtaine d'années, on dit toujours les historiens de Napoléon n'en parlent jamais, etc. Ça, c'est complètement faux. Je veux dire, il n'y a pas une biographie de Napoléon qui n'en parle pas. Alors, on en parlait moins au milieu du 19e siècle qu'après la Deuxième Guerre mondiale, mais on en a toujours parlé. Ce n'est pas une décision qu'on a voulu cacher. On ne peut pas cacher une décision historique pareille. En plus, je ne vois pas où serait l'intérêt. Et y compris dans l'école Tullard, hein, c'est-à-dire les historiens, on va dire, plus contemporains, tout le monde parle toujours de l'esclavage. On a eu des relations avec Yves Benot, par exemple, qui a été le grand historien de cette période. Il a écrit un livre qui s'appelle La démence coloniale. Alors, tout le monde croit que c'est sur les déments aux colonies, mais en fait, la démence coloniale, c'est la reprise en main des colonies avec tous ces massacres. Donc, on en a toujours parlé. Moi, dans mon très jeune temps, le premier livre que j'ai publié un peu important sur la période, s'appelle Le Grand Consulat. Je consacre un chapitre entier à cet échec colonial, parce que ça fait partie aussi des éléments de l'histoire que d'ailleurs on doit prendre à bras-le-corps. Il ne faut surtout pas essayer de minimiser, comme parfois certains l'ont fait. C'est une décision grave, critiquable. Il faut comprendre par exemple que nos compatriotes guadeloupéens ont assez raison, si l'on veut, de ne pas aimer Napoléon, si je pouvais utiliser cette expression, parce que la répression en Guadeloupe a été une répression, comment dire, d'une cruauté qu'on n'avait pas vue depuis les guerres de religion, hein. On a organisé des jeux du cirque, on a brûlé vif les gens, enfin, etc. Ça a été quand même un moment répressif qui n'est pas à l'honneur du régime consulaire. Donc, il faut accueillir tout ça, parce que l'histoire accueille à la fois les ombres et les lumières, et il faut affronter cette question en collaboration. Alors je dirais que malheureusement, en dépit des multiples offres que nous leur faisons, les historiens haïtiens, bon, c'est vrai qu'ils ont d'autres problèmes en ce moment, et les historiens guadeloupéens viennent pas trop travailler avec nous, mais je profite de cette interview pour leur lancer à nouveau l'invitation. Le message est passé. Je voudrais maintenant vous interroger, revenir sur le continent. L'Italie, dans l'Empire, occupe une place importante. Napoléon est l'un des premiers à former une proto-réunification, on va dire, et il va y placer ses plus proches. Pourquoi cet attrait pour l'Italie ? Attrait pour l'Italie, d'abord parce que la Corse a été génoise pendant très longtemps. Le père Bonaparte est né sous domination génoise. Napoléon lui-même s'est passé tout près, hein. L'accord avec la France sur la Corse, c'est 68. Lui, il est né en 1769, donc vraiment, c'est passé tout juste. Ils ont été élevés, les enfants Bonaparte, en italien, hein. Alors les Corses vous diront que c'est en Corse, mais non, à l'époque c'était en italien. La Corse était naturellement tournée vers l'Italie parce que les jeunes cadres, comme on dirait aujourd'hui, allaient y faire leurs études, notamment à l'université de Pise. Bref, il y avait un environnement italien dans sa jeunesse. Et puis, il ne faut jamais oublier que son premier moment de gloire, c'est la campagne d'Italie de 96-97. Donc, ça a véritablement joué un rôle essentiel dans son affaire. En plus, c'est lui qui alourdit, comme on a dit à l'époque, le système du Rhin, le système allemand de la Révolution française, par un système italien dont la Révolution française ne voulait pas. Donc après, il fallait bien s'en occuper. Et il s'en est occupé en créant, en effet, une entité, on va dire, indépendante, mais rattachée à la France, qui était le Royaume d'Italie, donc on va dire grosso modo le nord de l'Italie, en créant des départements français, et puis en donnant une principauté à sa sœur Élisa, le royaume de Naples à son frère, puis à son beau-frère Murat, en annexant les États pontificaux. On va dire, c'est un moment où effectivement il va y avoir une première unité italienne, mais
entièrement sous la coupe de la France, hein. Napoléon écrit au vice-roi d'Italie, Eugène de Beauharnais, rappelez-vous toujours ma principale maxime, la France avant tout, hein. Donc ça n'est pas... D'ailleurs, la discussion en Italie sur l'importance de Napoléon dans le Risorgimento existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il a été un oppresseur ou un libérateur? Il a sans doute été un peu des deux, on va dire, mais il n'est évidemment pas le père de l'unité italienne, hein. Il a accéléré un petit peu les choses, on va dire. Comment a-t-il gagné une popularité auprès des Français, notamment dans ses ambitions et dans cette construction politique et juridique de la France? Ouais, ouais. Alors, il y a deux éléments là-dedans. Il y a d'abord un élément, on va dire, symbolique, que nous avons beaucoup de mal à comprendre. C'est l'idée de gloire qui domine la société française, on va dire depuis François Ier, grosso modo, hein. Alors c'est la gloire du monarque, c'est la gloire du royaume, et la Révolution française en fait la gloire de la grande nation. Lorsqu'on est français en 1792-1793, on est une espèce de surhomme appartenant à une grande nation, et on a le droit d'aller conquérir l'Europe, d'aller apporter la liberté au monde, comme on disait à l'époque, etc. Napoléon, lui, arrive à ce moment-là avec une envie de gloire et avec ce matériau auquel il va donner de la nourriture. Les victoires en Italie, la paix civile obtenue en France, et ainsi de suite. Là, la grande nation, là, les citoyens de la grande nation commencent à se dire, mais c'est vrai, on est quand même plutôt supérieur à la moyenne. Et Napoléon va jouer là-dessus. Alors, dire jouer, c'est peut-être un peu excessif, parce qu'il y croit vraiment, hein. La gloire et la grande nation, c'est quelque chose en quoi il croit profondément. Mais en même temps, il va organiser tout un système pour distribuer la gloire, ce que ne faisaient pas les rois de France, hein. Un historien américain appelait ça l'économie de la gloire. Les décorations, les titres nobiliaires, les grands défilés, les bulletins de la Grande Armée qui se répandent dans toute la France et rendent les gens fiers, etc. Et ça, c'est une grande partie de sa popularité. L'autre, c'est la paix. Lorsqu'il prend le pouvoir, la moitié du territoire est en guerre civile contre le pouvoir central, la France est en guerre contre une quinzaine de nations européennes. Lui, en 1802, tout ça en 2 ans, tout est résolu. Il n'y a plus de guerre civile. Il se permet même le luxe de l'amnistie des émigrés, donc il les fait rentrer en France. À l'extérieur, il a signé des traités de paix avec tout le monde, parce que Napoléon, c'est l'homme de guerre, évidemment, mais on oublie toujours qu'il a commencé en étant un homme de paix, hein. Il a signé une dizaine de traités de paix entre 1800 et 1802. Donc ça aussi, cette popularité de départ, c'est ce qu'on appelle sa légitimité matérielle, c'est le meilleur, quoi. Bah oui, pourquoi on va aller chercher quelqu'un d'autre, puisque celui-ci nous donne à peu près tout ce qu'on veut. Rappelons que fin du brigandage dans les campagnes, de vrais services de l'État qui se mettent en place parce que les impôts rentrent, parce qu'on peut les financer, la réfection des routes dans tout le royaume, enfin l'ex-royaume, etc. Donc il y a des signes tangibles qu'avec ce type-là, on est quand même bien gouverné. Donc après tout, les gens vont y adhérer, et l'adhésion, elle dure jusqu'à la fin. Il n'y a pas de manifestation d'impatience jusqu'en 1814. Il y a des petites révoltes frumentaires, il y a un ras-le-bol fiscal, dira-t-on, à un moment donné, mais au moment des invasions de 14, les Français se lèvent avec Napoléon pour résister à ça, quoi, hein. Vous voyez sa descente pour aller à l'île d'Elbe jusqu'en Provence, il est acclamé partout, alors qu'il est vaincu, que la France est occupée et qu'on l'envoie en exil. C'est un phénomène très... Enfin, il n'est pas seulement l'empereur de la bourgeoisie, il est l'empereur de la bourgeoisie, il n'y a pas de doute, mais il est aussi l'empereur du peuple. Et le succès de la légende ne fait que le confirmer par la suite. C'est une humiliation pour les Français, les 2 exils de Napoléon? Alors, probablement certains ont ressenti de l'humiliation, parce qu'il y a eu, surtout en 1815, une occupation assez longue du territoire, hein, pendant 3 ans. Ça a été aussi un soulagement, parce que l'invasion de 1814 et, on va dire, la folie des 100 jours,
véritablement, on a renvoyé à la guerre des jeunes qui venaient de rentrer, les prisonniers de guerre ont été obligés de remettre 200 000 hein, quand même, qui rentrent de l'étranger, ont été obligés de repartir, et puis surtout cette catastrophe, quoi, la bataille de Waterloo, qui plus tard sera chantée comme la plus grande défaite glorieuse de l'histoire de France. Elle est quand même ressentie comme une catastrophe. Et puis il faut dire aussi, mais nous ne sommes pas là pour parler de lui, que Louis XVIII a été un roi particulièrement habile. On est dans l'année du bicentenaire de sa mort, oui. Ça passe un tout petit peu inaperçu. Il y a une exposition aux archives diplomatiques là-dessus. Mais ça a été un grand roi. C'est-à-dire, évidemment, c'est pas Louis XIV sur son cheval, c'est pas Napoléon qui court dans l'Europe entière. C'est un gros bonhomme qui n'arrive pas à se lever de son fauteuil, qui est d'une prétention et d'une vanité inouïe, mais qui a eu une finesse politique qui fait qu'on a réussi, sans trop de casse, la transition entre un empire républicain, si vous voulez, puis le retour d'une monarchie qui paraissait traditionnelle. Alors justement, sur les institutions, d'où sort-il toute cette inspiration? Qu'est-ce qui va le guider à construire les institutions, Conseil d'État, Oui. voilà. Alors, écoutez, Tocqueville l'a montré, hein, sur les expériences qui ont été tentées sous l'Ancien Régime, mais jamais réalisées, c'est toujours la même chose. On dit aussi la Révolution avait plein d'idées, elle en avait plein, mais elle n'a pas réalisé la moitié de ses idées, même pas le quart. Bon, lui, il arrive avec tout ça dans la tête, parce que ce qu'on oublie, c'est pas juste un général qui galope, qui gagne des batailles, c'est un homme cultivé qui a énormément lu. Il va étonner au Conseil d'État en citant les maximes de Domat, qui est un grand juriste du XVIe et du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc voilà, il a une culture, il a une connaissance de ce qui aurait pu se faire sous l'Ancien Régime ou sous la Révolution pour améliorer la situation, la gestion de l'État, et ainsi de suite. Et puis il a un entourage. Il a un entourage extraordinaire. Enfin, aujourd'hui, on connaît encore Portalis, on connaît encore Monge, on connaît encore Cambacérès. Alors, évidemment, les gens ne sauraient pas vous dire qui c'est, mais ce sont des noms qui veulent dire quelque chose. Le Conseil d'État est peuplé, comme je le dis souvent, de juristes intelligents, parce qu'ils ont réussi à survivre à la Révolution. Donc il fallait être un peu lâche, probablement, mais sans doute assez intelligent aussi. Et voilà, c'est toute cette équipe qui, au fond, réussit à réformer la France en moins de 3 ans. Hein. Napoléon serait mort en 1803, il aurait des statues partout. Hein. Voilà. Et bon, ensuite, il a géré ce qu'il avait créé. Alors, ça n'est pas sans importance, il a pu l'asseoir, il a pu le faire fonctionner tel qu'il l'avait imaginé avec cet entourage. Et donc voilà, c'est vraiment un homme de synthèse aussi à ce moment-là. Alors il vient du XVIIIe siècle, incontestablement. Hein. Il n'a pas de vision d'avenir. C'est pas un homme du XXe siècle, Napoléon. C'est un homme du XVIIIe qui réussit à faire passer le XVIIIe dans le XIXe, on va dire. Voilà. Mais il fallait déjà le faire parce qu'on sort de la Révolution où, vous voyez, aujourd'hui, on voit toutes les guerres civiles et les révolutions qui ont eu lieu un petit peu dans le monde, vous voyez le temps que mettent les pays à se relever après des destructions, les massacres, les haines qui se sont créées entre les populations. Napoléon, lui, il résout ce problème en une dizaine d'années. Hein. Et ça, ça n'est pas rien dans l'histoire de France. Est-ce que le bonapartisme a formé une doctrine politique dès le Premier Empire? Ou est-ce qu'il faut attendre quand même Napoléon III pour... Oui, c'est quand même... Napoléon est un pragmatique, on va dire. Il a quelques grands principes, l'ordre, l'organisation, voilà, bon, l'anglophobie au niveau extérieur, et ainsi de suite. Mais voilà, il n'y a pas une doctrine. Il aurait d'ailleurs, même à Sainte-Hélène, lorsqu'il s'agit de dire un peu, mais qu'est-ce que vous avez voulu faire? Bon, il se contredit, il se prend les pieds dans le tapis, il se voit des buts qui sont des buts qu'il n'a jamais eus. Vous savez, l'unification de l'Europe, les nations qui marcheraient vers l'avenir, etc.
Tout ça n'existe pas. Hein. C'est un pragmatique qui travaille. La doctrine bonapartiste, elle est postérieure, évidemment. Elle est plus Napoléon III, même s'il y a toujours, vous savez, l'autorité, l'appel au peuple, bon, etc. Mais tout ça est fluctuant. Il n'y a pas... Après, Napoléon III a sa doctrine, puis après Napoléon III, il y a une autre doctrine, et ainsi de suite. C'est pas, je veux dire, le bonapartisme. Moi, je suis bluchien de ce côté-là, c'est-à-dire Frédéric Bluch, celui qui, à ce jour, a écrit quand même le meilleur livre sur le bonapartisme, qui est très ancien, mais qui existe en 1980. Voilà, le bonapartisme, c'est d'abord un Bonaparte qui veut prendre au pouvoir et aller au pouvoir. Et dans ces conditions, on peut dire que le bonapartisme meurt en 1940, au moment où le prince Napoléon dissout toutes les organisations bonapartistes pour qu'elles ne tombent pas entre les mains de Vichy ou de l'occupant, et se lance lui-même dans la résistance en renonçant au trône. Enfin, 1940, on pouvait sérieusement dire je renonce au trône. Hein. On est 70 ans après la chute du Second Empire. Il y a encore des gens qui l'ont connu. Il y a un parti politique de l'appel au peuple ou le parti bonapartiste. Donc ça reste encore sérieux en 40. Donc voilà, le bonapartisme s'arrête à ce moment-là. Alors on va le chercher un petit peu partout. Même François Hollande a été comparé à Napoléon par la presse espagnole, ce qui montre bien que le bonapartisme est un peu flou. Oui, oui, oui. Et pourquoi ça ne reprend pas après la Seconde Guerre mondiale? Parce que le prince Napoléon n'avait probablement pas l'étoffe pour le faire, n'avait probablement pas envie. Vous savez, c'est un homme qui était alors courageux, hein, parce qu'il a fait une guerre extraordinaire. Hein. Il y a toujours une anecdote. Donc il s'est engagé sous un faux nom dans la Légion étrangère, puis il a fait de la résistance, puis il s'est engagé à nouveau sous un faux nom dans la première armée française. Et on raconte, enfin on raconte pas, c'est vrai, les lettres existent, que le général de Gaulle, demandant est-ce qu'il a des enfants, et on lui dit non, il n'a pas d'enfants, a donné des instructions pour qu'il ne soit jamais envoyé en première ligne, pour ne pas que la dynastie s'éteigne en quelque sorte. Et le prince Napoléon, on a sa lettre, écrit à son chef de corps, en lui disant, écoutez, je sais très bien ce qui se passe, je vois bien qu'on me donne des missions complètement subalternes, moi je veux combattre, et donc je vous demande de m'envoyer au feu, quoi. Hein. Enfin voilà, donc il avait ce côté courageux, puis il avait un côté aussi, on va dire, comment dire ça, cette grande aristocratie qui a continué à exister, assez riche. Il était le fils de Clémentine de Belgique, qui avait hérité d'une partie du Congo belge, bon, etc. Et donc il avait les moyens de vivre discrètement et confortablement, même très confortablement, pourrait-on dire. Et donc il n'a pas, contrairement au comte de Paris qui s'est agité jusqu'à ses derniers instants, lui il a jamais... il est un peu réapparu au moment du bicentenaire de 69, mais on l'a mis beaucoup en avant, je pense, parce qu'il était totalement inoffensif, quoi. Alors, ce n'est pas du tout adresser une critique, ça a été un homme de bien, un homme, comment dire, un grand patriote, mais bon, voilà, hein, enfin, je crois que le temps des empereurs est un peu passé. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Ridley Scott et de son film, donc je pense qu'on partage le même avis à peu près. Oui. L'une des critiques que mène Ridley Scott, c'est notamment celle qui revient souvent sur le nombre de morts, sur l'idée que Napoléon aurait massacré toute une génération. Pourquoi Napoléon a-t-il mené tant de batailles et pourquoi, vous le disiez, il arrive en étant un homme de paix et derrière il se fait grand... Oui, alors là nous repartons pour une deuxième heure, mais bon, tant pis pour vous. On va laisser, dans la réponse, on va laisser Ridley Scott de côté, parce que son film est à la fois ridicule, mal informé, mal joué, mal monté. Voilà. C'est un Anglais. Ça y est. Oui, alors en plus, c'est vraiment, on a l'impression d'être en 1820 en Angleterre, quoi, hein. Bon, peu importe. La question des morts des guerres est assez intéressante parce que, en fait, comme je le dis pour Napoléon, on dit toujours les millions de morts, le machin, etc. En fait, c'est quoi le chiffre? Parce qu'il faut quand même partir du chiffre. Donc, alors, après les calculs savants, etc., on doit approcher en France, sous l'Empire, des 900 000 morts. À peu près autant, probablement un peu plus à l'étranger. Donc, on va dire l'ensemble des guerres napoléoniennes fait à peu près 2 100 000, 2 200 000 morts.
Comparons-le, non pas aux guerres mondiales, parce que ce serait idiot, mais à la guerre de 7 ans. On est à 2 millions en 7 ans. Bon, voilà, donc à peu près le même nombre, c'est-à-dire proportionnellement 2 fois plus. Et puis, alors la guerre de 30 ans, on pense que c'est entre 10 et 12 millions. Donc vous voyez, on est dans la fourchette basse des grandes guerres de cette époque. Bon. C'est pas une excuse, mais c'est juste pour remettre les choses en chiffres. Sur le plan démographique, toutes les études montrent qu'il n'y a pas de chute démographique. Vous savez, les creux qu'on a constatés après la guerre de 14 et après la guerre, enfin, un petit peu après la guerre de 39-45, mais avec le baby-boom qui a immédiatement suivi. Donc il n'y a pas de trou. La population française et la population européenne augmentent malgré ces guerres. Bon, voilà. Une fois qu'on a dit ça, c'est évidemment pas une excuse, mais ça montre que on est dans un type de conflit qui est un conflit de cette époque. Les batailles, au départ, ne font pas beaucoup de morts. Hein. Il y a moins de 800 morts à la bataille de Marengo. Alors les bulletins vous rajoutent des centaines et des milliers de morts, mais la réalité c'est 800 à la bataille de Marengo, 1400 à la bataille d'Austerlitz. Donc on n'est pas sur des journées comme pendant la guerre de 14 où on a 10, 20, 30 000 morts par jour. Hein. Voilà. Alors ça c'est une chose. Deuxièmement, pourquoi ces guerres? Alors ça c'est un problème beaucoup plus compliqué. D'abord, moi je crois beaucoup à ce qu'avait montré Albert Sorel dans l'Europe et la Révolution française au début du XXe siècle, c'est que les guerres de la Révolution et de l'Empire sont la continuation des guerres de l'Ancien Régime. L'ambition de la prépondérance française, l'ambition des frontières naturelles, etc. Donc tout ça continue. On pourra toujours dire les révolutionnaires voulaient libérer le monde, mais quand on regarde la littérature révolutionnaire de l'époque, la libération du monde, elle disparaît assez vite, hein, pour des choses extrêmement concrètes, comme par exemple les limites naturelles qui sont atteintes finalement juste au début du règne de Napoléon. Donc, continuation. Donc, en face, on a les mêmes réactions qu'on avait face à Louis XIV, face éventuellement à Louis XV, qui sont de dire non, pas de système français en Europe. Bon, et ça, c'est la réponse de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse. L'Angleterre, c'est autre chose. L'Angleterre, elle met en avant ce qu'elle appelle le balance of power, l'équilibre européen, alors qui est une notion qui a vraiment droit de cité au XVIIIe siècle, mais chaque État interprète l'équilibre à sa façon. Hein, voilà. Alors pour les Anglais, qui sont quand même les plus riches, qui ont la marine et qui ont la volonté de perturber le continent pour empêcher toute hégémonie, pour les Anglais, ça veut dire pas de grande puissance continentale et pas d'alliance entre les puissances continentales. Il faut des puissances moyennes avec lesquelles je puisse commercer. Parce que pour les Anglais, c'est ça, hein, c'est le commerce. Bon. Et tout ce petit monde va être bousculé par une alchimie qui va être d'abord les guerres de la Révolution, qui continuent, on va dire, jusqu'en 1807, on est sur la suite des guerres de la Révolution. Voilà. À partir de 1807, c'est autre chose, parce que là, Napoléon a tout gagné. Si en 1807, il avait dit « Bon, ok, on va se mettre autour d'une table, on va se réorganiser, je ferai quelques concessions, mais vous ne viendrez pas m'embêter », ça aurait pu marcher. Les Anglais demandent la paix en 1806, donc on est presque à la résolution du problème. Et puis Napoléon, qui est aussi un peu un joueur de poker à certains moments, se dit « Tiens, il y a des belles occasions qui s'ouvrent ». La première, qui est le début de la fin, c'est l'Espagne. Il y a un problème dynastique en Espagne. Il propose de le régler, puis il dit entre les deux Bourbons, j'en choisis pas, mais je vais mettre un Bonaparte à la place. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Et à partir de là, on entre dans l'engrenage, avec en plus l'obligation d'occuper les ports par le blocus continental, etc. On entre dans autre chose. C'est-à-dire que là, on a quitté, on va dire, les motivations traditionnelles de la guerre révolutionnaire pour entrer dans véritablement les guerres de l'Empire. Et ces guerres de l'Empire, c'est pas longtemps, hein, c'est l'Espagne, 1808-1813, c'est un peu la campagne de Russie, encore que, si on avait le temps, on expliquerait que l'agresseur en 1812, formellement, c'est la Russie. Hein. Et donc voilà. Donc c'est compliqué, c'est suffisamment compliqué pour qu'on n'essaie pas de l'expliquer avec des slogans. Je crois qu'il faut
il faut prendre cette période non pas comme quelque chose qui nous permet de prendre notre drapeau et puis de dire vive la France et vive l'empereur ou que sais-je encore. Il faut prendre ça comme un bel exemple de ce que peut devenir une superpuissance lorsque sa diplomatie se dérègle. Hein. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec Napoléon. Et justement, donc la chute de Napoléon arrive par 2 fois avec les défaites militaires. Est-ce que sa chute s'explique uniquement par celle-ci ou bien il y a quelque chose de plus profond, notamment quelque chose qui ne marche plus en France? Alors, je vous renvoie, ainsi que vos auditeurs, ou nos auditeurs aujourd'hui, au livre de Jean-Baptiste Durosel, Tout empire périra, alors qu'il a bien sûr bâti aussi à partir de l'exemple napoléonien, mais en gros, il y a 3 éléments qu'il met en avant. C'est d'abord, un grand empire peut gagner toutes les guerres bilatérales. Dès qu'il a un adversaire, il l'écrase, etc. 2, s'il veut dominer, il faut qu'il donne des compensations. Or, Napoléon en donne peu. Hein, notamment, par exemple, on prend ses alliés de la Confédération du Rhin, qui sont complètement indépendants. Bon, il les tient fermes, quoi, hein, c'est-à-dire, et même au niveau économique, il les maltraite. Bon. Et puis la 3e idée, c'est que quand il y a une grande coalition, ben, l'Empire va s'effondrer. Et c'est exactement l'erreur que commet Napoléon, c'est de laisser venir cette grande coalition. Elle intervient très tard, elle intervient fin 1813, donc ça veut dire que pendant 13 ans, le système a fonctionné. Hein, mais voilà, et là, et on va en ajouter une 4e qui n'est pas chez Durosel, mais qui est aujourd'hui considérée comme plus importante, parce que les travaux sont plus nombreux là-dessus, c'est que ce grand empire, il va périr par l'économie, et notamment par les dépenses militaires. L'URSS nous en offre un autre exemple parfaitement illustratif, si on veut. Et Napoléon va à un moment donné, alors on n'est pas dans une économie de guerre totale, etc., mais enfin, il y a quand même un moment où l'État va s'épuiser à soutenir ces guerres, et d'autant plus qu'elles vont se rapprocher du territoire national. Quand vous faites la guerre en Russie, vous vous nourrissez sur le pays, vous levez des contributions, etc. Quand ça commence à se rapprocher du territoire national, il y a beaucoup moins de possibilités. Là aussi, ça va être un... Alors, on ajoute à ça le refus de l'emprunt, on ajoute à ça le blocus continental, et ainsi de suite, et on se retrouve avec un empire totalement affaibli en 1814. Donc, la chute de l'empire est véritablement un phénomène international. Hein, il ne chute pas de l'intérieur, il ne s'effondre pas sur lui-même, il est détruit de l'extérieur. Enfin, sa mort est sujet à débat. Certains vont même jusqu'à soupçonner les Anglais d'avoir empoisonné Napoléon. De quoi est-on sûr aujourd'hui? Ben aujourd'hui, on sait de quoi est mort Napoléon, mais on l'a toujours su. Hein. D'abord parce que son corps a été autopsié à Sainte-Hélène. Les résultats de l'autopsie ont été publiés dès le retour des compagnons de Sainte-Hélène, donc à l'automne 1821. Ils sont d'ailleurs parfaitement lisibles par un médecin légiste aujourd'hui. Hein. Celui qui a pratiqué l'autopsie était un très mauvais médecin, mais un très bon dissecteur. Donc il a fait une très belle autopsie, et on sait que Napoléon est mort, on va dire, d'une maladie de la sphère abdominale qui s'est transformée en hémorragie. Bon. Et en fait, il est mort parce que cette hémorragie, qui était une hémorragie lancinante dans son estomac, a été rendue dévastatrice par la prise d'un mauvais médicament, enfin d'un surdosage de médicaments. Bon, il serait mort de toute façon. Hein. Effectivement, comme c'est les médecins anglais qui ont prescrit ce médicament, on pourrait dire non, ben, il était en train de mourir. Ils se sont dit, à la dernière chance, parfois on va lui donner les cachets de calomel. Bon, il ne l'a pas supporté, il est mort. Ça, on le sait, de même qu'on sait qu'il a été enterré à Sainte-Hélène, que c'est bien lui qui est dans la tombe, que donc, quand on est allé le chercher en 1840, c'est bien son corps qu'on a ramené, pas celui du valet de chambre. Tout ça, si vous voulez, ça fait partie aussi du fait que Napoléon reste un personnage vivant, personnage mondial vivant, c'est-à-dire qu'on va chercher des énigmes là où il n'y en a pas. Alors celle-ci, évidemment, a défrayé la chronique, mais essentiellement dans les années 90-2000. Elle s'est éteinte avec celui qui la finançait, c'est-à-dire l'industriel canadien Ben Wider. Voilà. Aujourd'hui, bon, il y a des petits
J'ai vu que récemment, il y avait eu un petit sursaut bibliographique sur le sujet, mais enfin, plus personne n'y croit, parce qu'on sait, mais alors, véritablement, alors, ça a eu un bienfait, la sortie de cette idée d'empoisonnement, c'est que ça a obligé un petit peu les napoléoniens à faire travailler des spécialistes de médecine sur le sujet. Voilà. Alors aujourd'hui, on sait, je pense que, j'espère, l'incident est clos, mais bon, vous savez, ces vieilles légendes, elles reviennent toujours, parce que pour un journaliste ou pour un éditeur, c'est tout de même mieux de dire Napoléon a été empoisonné que Napoléon est mort très malade dans son lit, quoi. Bon, donc on ne sera jamais à l'abri de ce genre de choses. Alors pour conclure cet entretien, je vais vous poser 3 questions qui sont plus anecdotiques. Napoléon a fait l'objet de très nombreuses adaptations au cinéma. Oui, Qu'est-ce qui, selon oui. vous, n'est jamais évoqué dans les livres, dans les films, pardon? Alors, je vais pas vous répondre très directement. Je crois que l'erreur qu'ont fait beaucoup de réalisateurs, c'est de vouloir faire la vie de Napoléon entière. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que d'abord, il n'est pas le seul acteur. Il en faut plein autour de lui. Il faut des choses très compliquées et le cinéma n'aime pas ça. Bon, donc on fait des films à la Sacha Guitry. Éventuellement, celui avec Clavier sur le plan de tout ce qu'il donne comme élément historique est un peu moins critiquable parce qu'il y a 6 heures, évidemment. Donc on a le temps de dire des choses. Alors après, le scénario de Didier Decoing est pas extraordinaire, mais bon, je trouve que par exemple Christian Clavier joue un très bon Napoléon. Hein. Alors je sais bien que tout le monde va me dire ah oui, mais c'est Jacouille la fripouille. Il a été excellent dans l'interprétation de Napoléon. Autour de lui, il y avait des acteurs qui venaient chercher leur cachet et donc qui ont fait un service minimum, mais lui, il a été quand même plutôt bon, même assez bon dans ce truc-là. Le Ridley Scott veut aussi faire la vie complète de Napoléon. Alors vous avez vu comment il filme sa mort. On pouffe quoi à la fin du film. On est très énervé pendant tout le film et on pouffe à la fin quoi. Donc c'est vraiment raté. Si on est resté. Totalement. Donc je crois que ce qu'il faut essayer de faire, c'est de développer un événement. Il y a beaucoup de choses, y compris en politique. Vous voyez, on pourrait rêver The Crown avec Napoléon. Ça serait parfaitement jouable. Parce qu'il y a des choses à montrer qui seraient sur cet envers du décor auquel on n'a jamais accès finalement. Or là, avec Napoléon, on sait à peu près tout ce qui s'est passé. Vous êtes un fin connaisseur de l'ère napoléonienne. Si vous aviez aujourd'hui l'empereur face à vous, quelle question vous lui poseriez? D'abord, j'attendrai qu'il m'adresse la parole, parce que si je lui posais une question qui ne lui plaise pas, je pense... Non, moi, j'aimerais bien avoir une longue conversation avec lui sur... Mais au fait, on ne se comprendrait pas parce qu'on n'est pas de la même époque, pas de la même culture, pas de la même vision du monde, etc. Mais moi, j'aimerais bien lui parler de sa vision du monde, justement, de cette façon dont il a voulu organiser l'Europe occidentale essentiellement, mais aussi le monde autour de la puissance française. Je pense qu'il me répondrait comme à Sainte-Hélène, c'est-à-dire oui, bon, voilà, je voulais faire le bien, grosso modo. Et pour quelqu'un qui cherche à mieux connaître l'histoire de Napoléon, quel livre conseilleriez-vous? Dans votre... par exemple, si on voulait commencer à découvrir votre bibliographie et d'autres auteurs. Oui, écoutez, alors moi je vais vous dire par quoi j'ai commencé, et donc là vraiment les universitaires patentés vont à nouveau lever les yeux au ciel. Moi j'ai commencé par André Castelot, parce que je trouve que on a beaucoup critiqué Castelot, etc., mais d'ailleurs souvent pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec son œuvre, hein. Il a été collaborationniste, etc., etc., il était d'une vanité infinie, et ainsi de suite. Mais il a écrit un Napoléon Bonaparte, 68-69, qui, en 1968 et 1969, qui se lit encore très bien aujourd'hui, qui est très bien documenté. Alors, il n'y a pas de note de bas de page, donc évidemment, c'est un scandale, et qui donne vraiment une bonne vision. Moi, je donne toujours ça aux, on va dire, les 14-20 ans qui veulent commencer sur Napoléon, je les envoie toujours vers Castelot. Alors après, évidemment, après, il y a Tullard, parce qu'il faut commencer par Tullard, parce que là, on passe au niveau au-dessus, c'est-à-dire une vision beaucoup plus réfléchie. Alors, il faut toujours rappeler que sa biographie de Napoléon s'appelle Napoléon ou le mythe du sauveur. C'est donc bien plus du mythe du sauveur dont il est question que de Napoléon, même si on suit sa vie. Donc ça, c'est évidemment essentiel. Alors, il a fait tellement d'autres choses.
on se paye le dictionnaire Napoléon, comme ça on peut le picorer à certains moments, et puis après, ben voilà, les disciples de Tullard ont suffisamment produit pour que tout le monde y trouve son bonheur, et je crois qu'on est pour la première fois en 2 siècles, depuis, on va dire, depuis l'avènement de Jean Tullard, donc les années 80, et de sa première génération d'élèves ou de disciples, on est enfin dans une approche historique de Napoléon. Et évidemment, il paraîtra toujours les historiettes, les énigmes, les mystères, les grandes batailles, etc. Mais on a un renouvellement, mais dont les gens ne se doutent pas. Je prends l'histoire militaire. Vous voyez, l'histoire militaire, on peut encore raconter des batailles de Napoléon parce qu'elles ont toujours été un peu racontées de la même façon. Mais par exemple, il y a maintenant cette anthropologie militaire qui avait fait le succès des historiens de la Première Guerre mondiale, voire de la Deuxième Guerre mondiale. Elle arrive dans l'histoire napoléonienne aujourd'hui. Il y a un ouvrage qui s'appelle « Vivre la Grande Armée » par François Houtsek, qui est paru il y a quelques mois, qui est mais fondamental. Je souhaite que ce livre soit le plus connu possible par ceux qui aiment l'histoire napoléonienne, parce qu'on entre dans autre chose concernant les guerres napoléoniennes, et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Hélas, nous ne sommes plus dans l'époque du livre, on est beaucoup dans l'époque de ce que nous faisons maintenant, mais bon, après tout, il ne faut pas le refuser non plus. Et donc voilà, il y a un bouillonnement. Je vous donne un exemple. La Fondation Napoléon donne tous les ans 7 bourses d'études à des étudiants de thèse. Bon, que ce soit une thèse d'histoire de l'art, d'histoire du droit, peu importe, il faut que ça touche le 19e siècle au sens large. Eh bien, et évidemment qu'il y a un petit lien avec l'histoire des 2 empires. Eh bien, tous les ans, on a 20 à 25 candidats, c'est-à-dire pour cette bourse. Alors parfois, certains se présentent plusieurs fois, mais on a sans arrêt une vingtaine de thèses en route, si vous voulez, sur les 2 empires. Et ça, c'est quand même, je trouve, je ne sais pas combien il y a de thèses sur la Révolution en ce moment, et je pense qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Ça montre bien que cette période-là, elle intéresse à la fois les étudiants, elle intéresse le grand public, voire les éditeurs ne sont pas des philanthropes, hein, s'ils publient entre 10 et 60 livres sur Napoléon tous les ans, c'est que ça marche. Et donc voilà, on a la chance d'avoir une matière avec un personnage très puissant au centre de la matière, mais aussi, je dis toujours, l'histoire napoléonienne, c'est de la longue durée sur un temps court. Voilà, on a tous les sujets à étudier à travers lui, puisqu'il a tout changé. Merci beaucoup Thierry Lenz d'avoir accepté cet entretien. On recommande vraiment à tous nos auditeurs d'aller découvrir vos livres, découvrir vos écrits, mais aussi votre travail à la Fondation Napoléon. Merci beaucoup. Merci. C'est ce que me disait un jour Max Gallo. Cet homme-là, il vous prend par la main, c'est vertigineux, ce vers quoi il vous emmène. C'est-à-dire que la vie de cet homme-là, c'est vraiment très, très hors du commun.